Bonjour à tous, merci d'avoir patienté. On est vraiment désolé de ce retard qui a été un petit peu dû aux embouteillages qui ont empêché beaucoup de nos intervenants d'arriver à temps. Mais nous sommes là avec vous, merci d'être là nombreux. Donc cette conférence intervient dans le cadre du Club de l'écho de Nice Matin. Donc c'est un partenariat entre Nice Matin et le Monaco Economic Board. Et nous sommes aujourd'hui très contents d'accueillir des intervenants de qualité. Alors, je veux parler d'abord de Frédéric Genta, qui est délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, de Loïc Cholet-Verger, qui est le directeur de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, enfin directeur de la succursale de Monaco de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, Pierre-Franck Pellacchi, le directeur général adjoint de la SMEG, Fabrice Volpi, le directeur administratif et financier de Monaco Digital, et enfin Chloé Zayed, qui est la directrice générale de la société Innova. Donc tout le monde va discuter à présent de l'attractivité de Monaco pour le pays et ses environs. Et pour animer ce débat, nous avons l'honneur de vous présenter un des rédacteurs en chef de Nice Matin, partenaire avec nous, Monsieur Christian Huot. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Rose, merci à tous d'être présents pour cette belle journée. En effet, un petit retard que j'ai subi moi-même sur cette belle principauté, mais parfois difficilement accessible le matin, mais la mobilité, on va certainement pouvoir en parler. Donc on est là pour parler d'attractivité monégasque, et Dieu sait qu'elle est grande et importante. Et nous allons introduire un petit peu les débats avec donc Monsieur Frédéric Genta. Comme l'a dit Guillaume Rose, vous êtes délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique du gouvernement Princier. Monsieur le ministre d'État nous l'a expliqué tout à l'heure dans son propos introductif, nous vivons dans un monde aujourd'hui en plein mouvement, la pandémie d'abord, la crise économique aujourd'hui, tout cela a des incidences très graves bien sûr sur nos vies, mais aussi sur celles de vos entreprises. Il est important de recontextualiser tout ça et d'expliquer pourquoi Monaco et comment Monaco fait pour sortir, on va dire, peut-être vainqueur de ces crises successives, ou en tout cas pour essayer de ne pas avoir la tête sous l'eau, comme beaucoup le craignent un peu partout dans le monde. Monsieur Genta, nous vous écoutons. Oui, effectivement, je pense que le ministre Etel l'a dit précédemment, nous vivons dans un monde qui change énormément. Nous avons eu la crise du Covid, qui a accéléré la numérisation du monde. Nous avons la crise ukrainienne, qui va modifier profondément la transition énergétique et qui, évidemment, impacte la principauté. La question, c'est de savoir, en fait, comment est-ce qu'elle impacte cette principauté, comment est-ce qu'elle nous impacte, comment est-ce qu'elle impacte le modèle monégasque. Le modèle monégasque et son attractivité dépendent notamment en partie de ses capacités à attirer. Ce qui rend Monaco prospère, c'est en grande partie la capacité à attirer des résidents, des investisseurs, des entreprises, des travailleurs quotidiens. Le ministre d'État l'a dit, 45 000 Français et 8 000 Italiens qui se rendent quotidiennement en principauté. L'attractivité, c'est le cœur du modèle économique monégasque. Et donc, ces deux crises peuvent l'affecter. Alors, comment est-ce qu'elles l'affectent ? La crise du Covid d'abord. La crise du Covid modifie profondément comment les gens se comportent et nos résidents. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Londres, qui a un fonds d'investissement, qui a une start-up, peut tout à fait envisager d'être résident monégasque, peut tout à fait envisager de s'installer depuis Zurich, depuis Bruxelles, depuis Londres, et vivre à Monaco tout en gérant son entreprise. C'est nouveau. Avant le Covid, ces gens-là n'étaient pas accessibles pour Monaco. Ils restaient dans les grandes métropoles. C'est un marché immense pour nous. Donc, la manière de travailler a changé. La manière de vivre a changé aussi. Après après le Covid, la qualité de vie était au centre du modèle de beaucoup de gens. Les gens se sont rendus compte qu'ils voulaient autre chose, dont les résidents, dont les investisseurs. Monaco a aussi une place à jouer de par sa qualité de vie absolument exceptionnelle en principauté. J'irai aussi sur le champ des valeurs. Aujourd'hui, Monaco offre un endroit extrêmement attractif avec des valeurs occidentales. Le ministre d'État a cité des compétiteurs comme Singapour, comme Dubaï. Monaco a des valeurs aujourd'hui occidentales, un style de vie occidental qui est aussi un facteur d'attractivité. Donc, quelque part, nos résidents ont changé parce qu'ils veulent autre chose, parce qu'ils sont souvent plus jeunes et parce qu'ils veulent être actifs. Aujourd'hui, un résident qui vient
souhaite continuer à gérer son entreprise, souhaite monter un fonds d'investissement, souhaite investir, souhaite avoir des gens comme lui avec qui parler de médecine, souhaite une vie culturelle forte. Donc aujourd'hui, quelque part, Monaco est très attractif, mais le résident et l'investisseur ont changé, on doit s'adapter. C'est également le cas pour les gens qui viennent travailler tous les jours chez nous. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, la qualité de vie devient primordiale. On ne peut pas avoir effectivement des délais trop longs. Donc c'est aussi notre mission au gouvernement de s'assurer que nous sommes toujours attractifs aussi pour les salariés, pour la croissance de la principauté. Donc voilà, aujourd'hui notre matière a changé et depuis plusieurs années, le gouvernement a anticipé ces changements aussi. Justement, qualité de Monaco, on va en parler maintenant. Vous dites qu'on a une qualité de vie pour nos résidents. Oui. Maintenant, je sais qu'il y a un plan sur l'attractivité monégasque Oui. qui est en place. Expliquez-le nous un petit peu et comment est-ce que vous prenez tout ça en compte et comment cette attractivité peut bénéficier bien sûr aux résidents monégasques, mais plus largement et en dehors de vos frontières monégasques à la région sud. Absolument. Déjà, je vous le disais, on n'a pas attendu. Ça fait depuis plusieurs années que Monaco s'est modernisé. Que ce soit sur le numérique, où aujourd'hui nous avons une entité numérique, nous avons payé en Europe par le cloud souverain, nous avons de nombreuses démarches en ligne, que ce soit sur l'énergétique, et je salue le travail réalisé par Madame Céline Caron sur l'investissement dans les énergies renouvelables avec la SMEG, sur la thalasothermie, soit sur la modernisation budgétaire, où effectivement nous allons avoir des nouvelles mesures de politique publique, des nouvelles normes, tout en gardant ses fondamentaux. Des finances saines, notamment l'excellent travail réalisé par le département des finances là-dessus, et également notre sécurité. On a compris que ce sont des bases, mais qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà, pour nos résidents, aller voir les résidents qui sont actifs dont nous voulons. Ça veut dire aller leur parler de Monaco. Ça veut dire quelque part les démarcher. C'est un travail qu'on fait en équipe avec le Monaco Economic Board, dont je salue le président et le directeur général, pour maintenant aller chercher nos résidents futurs. Ça veut dire également mieux les accueillir. Ça veut dire également rendre des procédures peut-être plus faciles d'accueil. Ça veut dire aussi, une fois qu'ils sont à Monaco, s'appuyer sur eux. C'est-à-dire leur faciliter la vie pour qu'ils puissent investir, leur faciliter la vie pour qu'ils puissent se rencontrer, leur faciliter la vie pour qu'ils puissent contribuer à l'économie monégasque, leur faciliter la vie pour qu'ils puissent, avec l'expansion économique, créer leur entreprise. Ça veut dire effectivement, quelque part, cette matière qui est le résident et l'investisseur actif, c'est sans doute ça la plus grande nouveauté, plus jeune et actif, s'assurer qu'il ou elle est effectivement épanoui et se développe en principauté. Vous avez parlé de qualité de vie, ça veut dire offrir toujours des écoles modernes, expériences éducatives fortes. Donc aujourd'hui, on doit s'adapter. Et le plan pour attractivité, il est en fait issu de réflexion et il vous sera livré effectivement au moment avec le ministre d'État, au moment opportun. Mais l'idée, c'est vraiment de le démarchage du résident jusqu'à l'implication de ce dernier. Comment est-ce qu'on s'assure qu'à chaque étape, Monaco soit performant, soit compétitif par rapport à la compétition? Comment d'un résident potentiel, on en fait un résident actif, un investisseur? Comment on s'assure qu'il crée de l'emploi en principauté? Et comment on s'assure en parallèle que l'ensemble des gens qui viennent travailler à Monaco, qui font l'économie monégasque, les 45 000 Français et les 8 000 Italiens, puissent trouver des conditions toujours positives? C'est vraiment ces deux sujets-là où il faut rester attractif parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le ministre d'État l'a dit, nous avons besoin des communes environnantes, nous avons besoin de pouvoir créer de l'emploi, nous avons besoin, et en même temps, nous avons besoin de ces résidents qui créent de la valeur à Monaco. Et en fait, un équilibre fin pour trouver, sur des sujets de mobilité, vous en avez parlé, des plans à court et moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur la mobilité, M. Ginter? Alors concrètement, sur le il y a des sujets, et ça, Mme Caron en parlait beaucoup mieux que moi, d'infrastructures qui peuvent être envisagées, mais sur le court terme, on peut favoriser le covoiturage. Il y a un gros élément qui a été fait sur Klaxit. Aujourd'hui, on parle de 2000 trajets par semaine en covoiturage. On peut accélérer ça. Le télétravail aussi? Le télétravail, bien sûr. La loi qui est passée dans le statut des fonctionnaires autorise une partie de télétravail. La loi qui a été passée précédemment pour le privé autorise le télétravail. Le télétravail est forcément un axe
excessivement fort, mais de manière mesurée. Il ne doit pas non plus empêcher la TVA en principauté. Donc c'est encore une fois un équilibre fin. Tout ce qu'on fait est un équilibre très fin. Et c'est ça un peu attractivité. Attractivité, c'est de travailler en équipe avec les départements ministériels, sous l'égide du ministre d'État, c'est une priorité du prince, et quelque part parvenir à contenter ces deux populations, à qu'on continue à accueillir des travailleurs sans que deviennent invivables et continuer à être attractifs pour eux, y compris en tant que marque pays, y compris en se disant aujourd'hui je peux faire carrière à Monaco comme je peux faire carrière à Singapour et à Dubaï. Il faut aussi attractif aussi pour les postes de direction, pour les postes dans le numérique, pour les postes dans la finance, que ces grandes places. Donc on a une notion de marque pays et de qualité de vie pour nos résidents, pour nos pendulaires. Et pour les résidents, c'est vraiment adapter notre modèle à ces résidents actifs qui sont plus jeunes, qui veulent autre chose, qui veulent investir, qui veulent une vie culturelle. Voilà, c'est les deux gros challenges de notre activité, c'est ces résidents et je dirais ces pendulaires. Est-ce que vous diriez que ces deux crises successives, finalement, sont presque une chance pour la principauté parce qu'elle vous a obligé à vous renouveler, à vous moderniser, à vous réinventer? Alors, sincèrement, on avait... On parlait de chance dans les commencé- crises, je conviens que de ce toute n'est façon, pas tout à fait adapté. Mais... chance ou pas chance, les crises ont été là. Donc, en tout cas, tant elles sont là, on les a vécues. Elles ont montré, je trouve, que le monde changeait vite. Elles ont montré que parfois, nous n'étions pas adaptés. Et la principauté, je trouve, a réagi de manière excessivement rapide et agile. Que ce soit sur l'énergie, j'en ai parlé, que ce soit sur la modernisation de l'État, que ce soit sur le numérique, en 3 ans, un travail immense a été accompli. Donc, quelque part, c'est fort d'un petit pays de savoir se mettre en ordre de bataille avant une crise de 2019 et surtout depuis la crise pour s'adapter. Je pense que c'est un excellent signal qu'on renvoie à nos résidents, à nos pendulaires, aux monégasques, de dire voilà, Monaco est un pays qui, en temps de crise, sait être agile, sait être fort dans ce positif du terme. Oui, bien sûr, c'était une chance parce que ça a accéléré l'avancée et j'irai même plus loin. Je pense que cette nouvelle époque donne une chance encore plus forte aux villes-États. Quand le ministre d'État a cité nos concurrents, il parle de Singapour, on parle de ces villes-États qui aujourd'hui, quelque part, peuvent croître, peuvent se développer dans un monde devenu notamment numérique, sans forcément avoir une taille de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est une chance pour ces villes-États de compter. Et je pense que aujourd'hui, on vit une époque formidable pour la principauté. On a des opportunités immenses où une économie peut croître à distance, sans avoir besoin d'incorporer tout le monde. Une économie peut croître dans un monde numérique. Une économie peut croître aussi grâce à une finance de plus en plus sophistiquée, basée n'importe où. Pour nous, c'est une chance unique dans l'histoire de s'affranchir de notre territoire et d'avoir une croissance durable qui ne soit pas que dépendante du foncier. Est-ce qu'il y a une chose qui vous paraît plus difficile de faire évoluer? Parce qu'on a bien compris que ce plan sur l'attractivité embrasse un petit peu toutes les strates de la vie monégasque. Quel est le chantier le plus difficile à mener aujourd'hui? Je pense que le chantier le plus difficile, comme bien souvent et comme partout, c'est vraiment une adaptation excessivement rapide. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ces crises ont provoqué des changements qui auraient dû se passer sous 5, 6, 7 ans, se passent sous 2 ans, pour autant le numérique que l'énergétique. Et c'est toujours traumatisant quand une structure établie revoit ses fondamentaux changer. Et le vrai défi, pour moi, il n'est pas technologique, il n'est pas énergétique, il est humain. Ce qui est vraiment central pour moi dans cette transformation, c'est l'humain. C'est la notion de service. Technologie, dans l'absolu, c'est important, mais c'est pas facile. Dans l'absolu, ce qui est très important, c'est comment on amène, comment on accompagne le changement culturel au sein de l'État. Dans les entreprises, on a travaillé beaucoup, et je salue Diego Bonaventura, sur le fonds bleu, par exemple. Le fonds bleu a permis à plus de 400 entreprises de se transformer. L'État a investi énormément, on parle de plus de 20 millions d'euros, pour que nos entreprises puissent se transformer et aplanir cette transformation. Ça va être pareil pour l'énergétique. Le ministre d'État a parlé de bouclier tarifaire. Je pense que le vrai challenge pour tous les pays, y compris pour Monaco, c'est comment une transformation nécessaire, mais brutale et violente, se passe de la meilleure façon. Et encore une fois, je trouve que l'État, par le fonds bleu, par le fonds vert, par le bouclier tarifaire,
par ces choses-là, par les lois sur le télétravail qui sont arrivées quand même excessivement vite, réussit à permettre cette transformation sans qu'elle soit en minimisant les traumatismes. Eric Ginta, merci infiniment pour ce propos qu'on va qualifier de préliminaire, mais qui nous éclaire énormément sur la suite de nos débats. Restez avec nous. On vous offrira le micro à nouveau, soit pour répondre à des questions de nos intervenants, soit pour faire une petite conclusion. On va maintenant donner un exemple concret de ce qu'est l'attractivité monégasque à travers un binôme. J'accueille Loïc Cholet-Verger, vous êtes directeur de la succursale monégasque de la Caisse d'épargne, et monsieur Frédéric Volpi, directeur administratif et financier de Monaco Digital. Alors là, on a un exemple, et ils vont le dire eux-mêmes bien mieux que moi-même, de parfaite collaboration entre quelqu'un qui aide, l'autre qui demande, et puis au final, tous ces gens-là s'entendent très bien et vont dans le même sens pour finalement développer leurs deux entreprises. Alors, qu'est-ce que l'attractivité ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Loïc Cholet-Verger, sur la Caisse d'épargne dans ce contexte du moment ? Oui, merci. En effet, au sein de la Caisse d'épargne, je pense au sein de toutes les banques monégasques, nous prenons tout à fait à cœur ce rôle participer modestement mais à l'activité de la principauté en permettant déjà aux familles d'installer et de les accompagner pour loger, dépenser. Mais c'est plutôt le thème d'aujourd'hui, accompagner les entreprises. Donc en tant que banquier, nous intervenons sur les sujets les plus simples dès le début de la société, puisque le dépôt de capital d'une société pour obtenir au l'expansion économique, le fameux IPIS, se fait au sein d'une banque. Donc c'est à cette première étape aujourd'hui que nous participons. Mais au-delà de ça, évidemment, l'attractivité, elle se métamorphose à travers l'accompagnement qu'on peut faire dans le développement des sociétés une fois qu'elles sont installées. Et donc, nous mettons face aux différentes sociétés qui s'installent à Monaco des banquiers experts, des banquiers qui connaissent les sociétés monégasques, qui sont basés ici à Monaco. Le centre de décision de la banque est ici, ce qui nous permet une très bonne compréhension des spécificités, immobilier par exemple, et une réactivité forte, gage de succès. Et puis, nous avons, au-delà de ces banquiers monégasques, des experts sectoriels sur les secteurs clés de la principauté, donc des banquiers qui sont spécialisés sur le secteur du tourisme, du nautisme, et qui sont justement face à ces clients pour leur apporter l'expertise qui est, je pense, clairement un des facteurs clés de l'attractivité monégasque, c'est d'être capable de mettre en face des sociétés des personnes qui ont ce discours et les accompagnent très concrètement. Au-delà de ça, évidemment, on accompagne ces clients qui sont tournés aussi vers l'international, donc en mettant face à eux des personnes qui les accompagnent sur leur développement de la côté international. Et ces clients étant souvent en déplacement, on a vocation à de plus en plus développer des outils digitaux. La présence évidemment physique des banquiers à Monaco pour les accompagner est primordiale. Cette relation qu'on a, elle se développe, mais on met en complément de cela, que les clients soient accès au quotidien à nos outils, les outils digitaux qui sont, je suis convaincu, chers à et chers à évidemment, au sein de Monaco Digital, vous avez des solutions qui permettent d'aller dans ce sens. Alors oui, Frédéric Volpi, expliquez-nous maintenant, vous, ce que vous attendiez de votre banquier quand vous l'avez contacté, et qu'est-ce qu'il a pu vous offrir dans ce contexte particulier de la principauté ? Alors, avant de parler du partenariat déjà avec la banque, je voudrais revenir juste sur la vie de l'entreprise. Et avant qu'elle se développe, il faut déjà qu'elle s'installe. Et je tiens à souligner les nombreux dispositifs qui existent à Monaco, donc pour appuyer cette notion de l'attractivité. On en a parlé, Monaco Boost, Monaco Tech, le Welcome Office de la direction de l'expansion. Donc tout ça constitue déjà des mesures d'État qui accompagnent très fortement l'installation d'entrepreneurs dans la principauté de Monaco. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas seul quand vous décidez de vous installer, vous êtes accompagné par plusieurs structures, pas une seule mais plusieurs. Accompagné avec une proximité, une disponibilité, c'est à souligner, des différents intervenants au sein de ces structures. Après, il existe aussi à Monaco une particularité, le territoire est tout petit, donc il y a une proximité importante. Il existe également de nombreux secteurs professionnels, associatifs, comme l'association des DSI, des directeurs financiers,
est plein au niveau professionnel. Et du coup, cette proximité permet aux nouveaux entrepreneurs de pouvoir trouver sur place une expertise ou en tout cas des compétences et des expériences, des retours d'expérience et de s'installer avec cette proximité au niveau des compétences de ce secteur. Et les banques, dans ce partenariat-là, s'inscrivent pleinement. Loïc en a parlé sur justement la constitution déjà de la société, le dépôt de capital, les différentes démarches auprès de la direction de l'expansion. Il y a également un accompagnement sur le foncier. On sait que le foncier à Monaco, c'est un élément primordial. Nous-mêmes, Monaco Digital, nous avons 2800 mètres carrés de bureaux en principauté qu'on a accroît cette année. Et Loïc s'inscrit justement dans ce développement, puisqu'on vient de prendre 800 mètres carrés supplémentaires qui sont financés par la Caisse d'épargne. Et je l'en remercie. Et ce sont des budgets très importants, avec un foncier très cher en principauté. Et cet accompagnement, ce partenariat bancaire nous permet justement de financer cette croissance au sein de Monaco Digital. Dans la petite préparation qu'on a pu faire ensemble, les verbatims que vous m'avez adressés, vous parlez aussi de l'humain avec un grand H. Et vous dites que c'est très important à Monaco. Vous avez évoqué la proximité parce que le territoire est petit, mais ça va au-delà. Et donc, c'est des relations de confiance que vous instaurez. Les dirigeants sont tous dans un territoire tout petit. Donc, les cercles de décision se font très rapidement. On a aujourd'hui des dirigeants qui sont d'entreprise. Moi, en tant que directeur financier, je côtoie d'autres directeurs financiers. Les entrepreneurs sont toujours en proximité. Il y a un réseau qui se tisse très facilement. On a des partenaires qui sont de l'autre côté de la rue. C'est facile d'avoir un rendez-vous avec son banquier, avec son assureur. Et on crée des relations humaines. C'est pour ça que je soulignais le côté humain avec un grand H. Parce que cette proximité nous permet de se rencontrer très facilement sans avoir à planifier des rendez-vous à longue date, à traverser le département ou la ville. C'est facile, on fait tous nos déplacements de proximité et les rendez-vous se font très rapidement, les décisions se prennent très rapidement. Les circuits de décision, mais même au sein des entreprises et même au sein des institutions, se font très rapidement. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des interlocuteurs très rapidement au sein des services de l'emploi, de la CCSS, des différents ministères ou même des impôts. Voilà. Il y a aujourd'hui cette proximité qui nous permet justement de pouvoir travailler et de réagir très rapidement. Et je souligne en parallèle qu'il y a eu de nombreux dispositifs d'aide qui existent. Il y a eu de nombreux dispositifs qui ont été mis en place au moment du Covid pour accompagner les entreprises dans ce surcoût et dans justement cette crise qui nous a permis à nous de pouvoir conserver la totalité de nos effectifs. Donc c'est à souligner, parce que ce n'est pas anodin. C'est des salariés, c'est 200 collaborateurs qu'on a pu conserver grâce à ce dispositif, alors que du jour au lendemain, une bonne partie de nos activités se sont arrêtées directement au moment de la crise, comme beaucoup d'entreprises. Et ça a été un dispositif assez salvateur pour nous sur ces activités-là. Loïc Chollet-Verger, vous de votre côté, c'est pareil, l'humain avec un grand H, c'est important aussi dans votre relation avec vous. Tout à fait, comme le disait Fabrice, c'est important pour nous d'être réactifs et donc de pouvoir rencontrer nos clients, échanger avec eux. Il n'y a rien de mieux que pouvoir, face à face, étudier les projets de nos clients, rencontrer aussi, ça c'est une des grandes forces de Monaco, les différents intervenants du gouvernement qui participent à cet accompagnement. En équipe, quand une entreprise se développe, Fabrice le citait, il y a un certain nombre de fonds. Nous, en tant que banquier, quand on finance, on peut des fonds sur des aides, sur les intérêts qu'apporte l'expansion économique. Et donc, c'est très rapide de pouvoir s'asseoir et de créer ces groupes de travail et de créer ces liens pour pouvoir être disponible et réactif. Et c'est ce qui permet de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un moment où vous donnez l'argent à votre client pour qu'il puisse avancer dans ses projets, mais ça va bien au-delà. Et en fait, cette proximité vous permet d'être en relation permanente et d'anticiper même presque peut-être sur certaines de leurs demandes. Exactement, on se croise. La dernière fois, on s'est croisés dans la rue et puis on s'est dit, il faut que demain on se voit. Et on a parlé d'un nouveau projet. C'est aussi une de ses forces, c'est ce côté humain. Et alors ça, si Fabrice Volpi était à Nice et que vous étiez le directeur de la succursale de Nice, ça ne serait pas possible. Moins, peut-être. Moins possible, et surtout moins agréable que de se voir.
Une dernière question pour vous, Fabrice Volpi. L'attractivité, c'est aussi le rôle des chefs d'entreprise que vous êtes pour garder, et vous l'avez dit, vos salariés chez vous et pour leur rendre le plaisir de venir à Monaco, même si le matin, ils mettent beaucoup de temps quand ils n'habitent pas la principauté. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Ça, c'est effectivement le point noir de l'attractivité en principauté, c'est la circulation, mais on est tous confrontés à ce sujet. Aujourd'hui, on a fait des petits partenariats avec Stage Vélo, en l'occurrence, et on a la capacité aujourd'hui de proposer à certains collaborateurs des vélos électriques. Ça a plutôt du succès. Et on réfléchit justement à ces outils, à ces nouvelles méthodes de mobilité. Et on favorise bien évidemment les transports en commun. On a des abonnements sur les vélos électriques en principauté. Voilà, on essaie en tout cas de favoriser toutes ces différentes mesures pour avoir de la mobilité écologique. Quelle est la proportion de travailleurs pendulaires qui travaillent chez vous? Vous avez une idée? On a très peu de résidents monégasques, purement monégasques. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais bien évidemment, la majorité sont des travailleurs des alentours. Pour revenir sur le partenariat Monaco Digital et Caisse d'épargne, ce partenariat évolue, puisque maintenant, on a également Monaco Cybersécurité, qui est également aujourd'hui partenaire de la Caisse d'épargne et qui aujourd'hui finance son développement également. Donc, c'est dans la continuité du développement du groupe que l'on évoquait et de l'accompagnement de la banque. Et aujourd'hui, on sait que la difficulté pour un entrepreneur de financer une nouvelle activité, en tout cas avec un partenaire bancaire, et on a justement, grâce à cette proximité en Monaco et à l'historique de nos relations, eu la facilité à mettre en place ces financements pour une entreprise qui se crée. Et on sait que c'est justement très complexe pour un entrepreneur de trouver les financements bancaires à la création. Eh bien, merci infiniment à tous les deux. Longue vie commune, puisque visiblement les fiançailles ont l'air d'être solides. On va maintenant parler avec Pierre-Franck Pellacchi, directeur général adjoint de la SMEG, de l'attractivité monégasque à travers quelque chose qui est indispensable à tous, ce sont les énergies. Donc rien de mieux effectivement que pour lier les hommes les uns aux autres, parce qu'on a tous besoin de gaz, d'électricité. Vous en êtes le représentant monégasque. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites pour rendre toujours plus attractif à travers vos produits, à travers la spécialité monégasque auprès des gens qui s'installent à Monaco. Oui, justement, l'énergie, c'est quelque chose d'un peu caché, c'est un bien de première nécessité qui semble évident pour tout le monde. Et pour rendre l'énergie attractive, notre positionnement il se situe à deux points totalement opposés. On cherche à la fois à être totalement invisible et au contraire à être très très visible. Alors parlons d'abord d'invisibilité. Alors, pourquoi on cherche à être invisible? Parce que justement, comme l'électricité, l'énergie en général, mais surtout l'électricité est un bien de première nécessité, que ce soit les futurs résidents ou les entreprises, assument qu'en arrivant à Monaco, ils auront l'électricité dont ils ont besoin. Cela est d'autant plus vrai pour les résidents, la plupart s'adressent à des agences immobilières. Ce sont les agences immobilières qui effectuent les démarches pour eux au travers d'un portail numérique. Et quand le résident arrive chez lui, il a déjà l'électricité, le contrat de fait sans s'en être aperçu. Ses factures sont prélevées et à la limite, il n'a même pas à connaître l'existence de la SMEG. Alors ça, ce sont des cas un peu extrêmes. Pour les entreprises, il y a parfois des besoins de puissance supplémentaire, de réaménager des locaux. Là, ce sont plutôt les électriciens qui sont en lien avec nous. Et là, je reprends des termes développés à l'instant sur la proximité, la chance d'être un petit pays, l'humain. Quand les gens nous appellent, ils ont des vraies personnes au téléphone. Pas un robot qui parle. C'est pas un robot qui parle, ce sont nos techniciens qui sont à Monaco, c'est pas un centre d'appel à l'autre bout de la planète. On a une boutique en ville, nos prises de rendez-vous sont rapides et donc on cherche des solutions pour nos clients pour qu'à leur installation, ils aient la réponse exactement à leurs besoins. Après, une fois qu'ils sont installés, on maintient cette qualité de service. On a un des réseaux électriques les plus performants au monde avec en moyenne de coupure de 6 à 8 minutes. Donner un ordre de grandeur, en Europe c'est plutôt 1 heure. Oui, belle performance. Là aussi la proximité, si quelqu'un appelle parce qu'il a un problème, on se rend chez lui à moins de 20 minutes. On a des techniciens qui peuvent se déplacer d'un bout à l'autre du pays, des gros embouteillages, de façon très rapide, des conseils par téléphone. Donc c'est un petit peu ce rôle de travailleur de l'ombre
pour que l'électricité et l'énergie en général ne soient pas un sujet, que ce soit facile, et les gens qui viennent à Monaco assument que c'est facile. Et alors, en termes de visibilité, Alors, à contrario, on cherche de plus en plus à être très visible sur un autre sujet qui est la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, c'est le point focal de la lutte contre le changement climatique. Et là, il faut savoir ce que l'on fait. On a des annonces partout dans le monde de limitation, de réflexion. Et la prise de conscience que consommer de l'énergie n'est pas anodin, que d'appuyer sur un interrupteur derrière peut avoir des conséquences et a des conséquences sur l'environnement. Il faut transporter l'énergie, il faut la produire. C'est quelque chose qui est essentiel. Et donc on dépense énormément de moyens là pour être sur le devant de la scène, pour faire de la pédagogie. On travaille main dans la main avec le gouvernement, en particulier avec la mission pour la transition énergétique, pour être le relais des décisions gouvernementales, des actions gouvernementales qui sont très fortes dans ce domaine. On a parlé des investissements du gouvernement dans les boucles thalassothermiques, le traité de concession qui nous lie avec le gouvernement et pour cela très bien conçu pour justement que l'on puisse travailler main dans la main sur l'accompagnement des clients. Et on met également à profit la transition numérique pour accélérer la transition énergétique. Vous avez des exemples concrets d'accompagnement de vos clients en matière d'évolution énergétique, de transition énergétique? Alors j'en ai beaucoup. On pourrait passer pas mal de temps. D'ailleurs, si vous m'autorisez un point publicitaire, pour ceux qui se vous avez tous les droits ce matin. Sont dans les parages vers 18h, nous tiendrons ici même, je crois, une table ronde avec la mission pour la transition énergétique sur l'efficacité énergétique. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité et qui est extrêmement important. Donc, ceux qui peuvent assister à cette table ronde, je vous invite à nous y rejoindre. Comme cette parenthèse, et justement sur l'efficacité énergétique, nous avons déployé des compteurs électroniques partout à Monaco. Ça a plusieurs avantages. Déjà, un effet indirect auquel on pense peu, on réduit nos besoins de déplacement, que nous pouvons faire des télédiagnostics, des téléactions, des télérelèves. On économise à peu près 10 000 déplacements par an, ce qui n'est pas rien, à la fois en termes de dépenses énergétiques et aussi d'encombrement de la circulation. Et pour nos clients, cela permet d'avoir une connaissance fine de leur consommation au jour le jour. Là où auparavant, ils ne prenaient connaissance qu'avec une facture trimestrielle sans se rappeler de ce qui s'était passé avant. Tous ces éléments sont accessibles au travers de portails numériques, comportent beaucoup d'outils, dont des profils énergétiques pour faire son propre bilan de sa consommation d'énergie. Nous relayons cela avec des conseils personnalisés automatiques au travers de la plateforme. Et comme précédemment, nous avons un accompagnement personnalisé aussi par téléphone, par des rendez-vous. Que ce soit des résidents ou des entreprises peuvent faire appel à nous pour avoir des conseils personnalisés. On le sait, la crise que l'on connaît aujourd'hui a des répercussions terribles sur les énergies. Est-ce que c'est une crainte pour vous, l'approvisionnement et l'acheminement d'énergie C'est, on ne va pas dire une crainte. Est-ce que vous pouvez avoir des propos rassurants, président monégasque? Nous pouvons avoir des propos rassurants sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que tous les discours qui sont portés aujourd'hui avec des risques de coupure, de délestage qu'il pourrait avoir en France, sont des mesures, paradoxalement, qui sont de nature à rassurer. Et ce n'est pas une nouveauté, ça fait une vingtaine d'années que ces dispositifs existent et qui sont conçus pour éviter des pannes. Et un délestage ou une limitation est à l'opposé d'une panne. Une panne, elle vous tombe dessus de façon improvisée, vous ne pouvez pas vous y préparer et vous ne savez pas combien de temps elle va durer. Si, dans le cas extrême, on devait arriver à délester et à couper certains clients, que ce soit en France ou à Monaco, ça serait organisé, les gens seraient prévenus 2 à 3 jours avant, et pour durée limitée, 2 heures au maximum. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, que ce sont des mesures organisées et préventives.
la meilleure prévention, et j'en reviens à l'efficacité énergétique, c'est de modérer nos consommations, particulièrement en hiver, particulièrement aux heures de pointe, pour, en termes de solidarité, éviter que Monaco ne pèse fortement sur le réseau électrique français auquel nous sommes connectés, et que notre contribution soit plutôt positive que négative. Oui, parce que vous êtes un peu en principauté en bout de ligne quand même. Oui, en bout de ligne, mais ça s'est beaucoup amélioré. On a un maillage de lignes électriques et l'électricité a la particularité de circuler partout dans les câbles. Donc, tous les efforts qu'on peut faire ici se répercutent partout sur le réseau électrique. Et c'est en cela où on peut être solidaire et c'est en cela où l'efficacité énergétique est particulièrement efficace parce qu'on a un maillage où le bénéfice est non seulement local, mais général. Et l'attractivité, ce sont aussi les partenariats. Alors, vous avez évoqué avec le gouvernement princier le bouclier énergétique, donc vous êtes concerné aussi par ça. Le boulot est fait en principauté. Alors, le boulot est fait. Là, c'est plutôt la parole du gouvernement, c'est-à-dire que nous sommes un opérateur. Oui. Nous produisons et nous achetons notre électricité. Donc, nous avons un avec multiples sources d'approvisionnement qui nous donne un prix d'achat que l'on doit refléter dans nos tarifs. Jusqu'à cette année, y compris 2022, le reflet de nos achats dans les tarifs a été, pour les ménages comme les entreprises, rationnel et sans surprise sur les évolutions. C'est quelque chose qu'il faut rappeler à peu près et les entreprises pouvaient le budgéter de façon normale. Nous avons des craintes pour 2023 où vous avez pu constater les envolées complètement folles sur les marchés de l'électricité des prix à terme. Nous y sommes confrontés. Nous attendons à avoir un prix d'approvisionnement assez élevé, pourrait atteindre des hausses de l'ordre de 74%. Une fois que l'on a exposé ça, que les tarifs avec ces hausses énormes sont exposés, c'est le gouvernement qui prend le relais. Et là, il lui appartient de voir quel bouclier, de quelle hauteur et de quelle façon il souhaite le mettre en place pour protéger les consommateurs et les entreprises, comme dans notre pays européen. Sans vous piéger, Monsieur Ginta, ce bouclier énergétique qui est important et très prise compte du gouvernement princier de cette. Parce que l'attractivité, c'est ça aussi, c'est-à-dire donner le meilleur contexte possible aux gens qui viennent en principauté à tous les niveaux, y compris les énergies, évidemment. C'est une évidence. Aujourd'hui, Pierre-Franck l'a dit, l'énergie, c'est la base. Et effectivement, l'attractivité, c'est à tous les niveaux, pour les résidents, pour les entreprises, pour les pendulaires. Donc oui, on ne peut pas avoir de gros trous dans la raquette comme ça en 2022, ni en termes de prix, ni en termes d'usage. On a une économie qui est très en plus servicielle, qui est tournée sur le numérique, qui est tournée sur la finance. Donc nos ambitions sont celles-là, et effectivement, il faut se donner les moyens que l'exécution soit bonne. Et ce qu'a dit Pierre-Franck sont des éléments de la performance de l'exécution. On ne peut pas avoir une exécution sans électricité qui fonctionne bien, qui a un bon prix, qui est correct et où qui touche les gens. Donc oui, c'est essentiel. Le modèle, là, pour le coup, de Monaco sur l'énergie est aussi de nature à rassurer, puisque nous sommes restés dans un modèle de tarif publié. Et donc, les particuliers et les entreprises peuvent savoir de façon transparente quel prix leur sera appliqué, contrairement au modèle d'offre de marché, qui sont plus spéculatifs. Quelqu'un peut faire, passez-moi l'expression, un bon coup en achetant au bon moment, mais quelques années plus tard, se retrouver piégé par une mauvaise exposition au marché. Donc, ce sont deux modèles qui ne sont pas équivalents, mais pour le coup, les récents prouvent que ce modèle-là est beaucoup plus rassurant, surtout dans un territoire restreint et très très imbriqué comme celui de Monaco. Pour revenir sur l'extrême visibilité et l'attractivité, nous ressentons, et c'est plutôt là aussi rassurant, de plus en plus de personnes qui souhaitent venir s'installer à Monaco, que ce soit des particuliers ou des entreprises,
se renseignent et qui sont attirés justement par l'action du gouvernement et de la SMEG en termes de transition énergétique, qui nous interrogent sur la mobilité, sur les capacités de recharge en véhicules électriques. Et on peut se féliciter à Monaco d'être le pays le plus dense en termes de bornes de recharge. On en a à peu près 600 sur le territoire que la SMEG exploite, et certaines, on les exploite pour le compte du gouvernement avec le réseau Monaco On. Nous avons mobile, vous pouvez retrouver notre stand là-bas. Les personnes qui viennent de l'extérieur se renseignent, et ça, on en est le témoin, que ce soit à notre boutique ou au téléphone. Ils se renseignent, nos outils numériques sont appréciés. Nous avons déployé avec la mission pour la transition énergétique un système assez innovant de connaissances fines des consommations. Nous avons des entreprises de l'extérieur de Monaco qui se renseignent et qui sont intéressées. Des entreprises françaises, gestionnaires de parcs immobiliers à Paris, mais même en Asie, on a eu récemment des contacts avec des personnes de Singapour, de Tokyo, qui se renseignent sur ce que l'on fait à Monaco. Donc je pense qu'on peut tous en être assez fiers. Ça contribue à l'attractivité de montrer que Monaco est véritablement engagé dans la transition énergétique et a des solutions. Pierre-Franck Pellacchi, merci infiniment, et vous m'offrez une utile transition sur la transition énergétique avec votre voisine Chloé Zayed, bienvenue. Vous êtes la fondatrice et PDG de la société Innova. Alors Innova, c'est une société qui fabrique des bateaux à propulsion électro-hydrogène. Alors vous allez déjà nous expliquer ce que vous faites, comment vous œuvrez-vous concrètement le coup dans la transition énergétique, et pourquoi vous êtes présente ici, puisque votre société n'est pas monégasque, précise, mais que vous travaillez beaucoup avec Monaco et que visiblement vous en êtes plutôt ravi. Alors, merci beaucoup, Christian, pour cette transition. Alors oui, effectivement, je suis un peu l'intrus de la matinée, vous l'aurez compris. Hein, je suis la seule qui n'est pas encore installée à Monaco, mais je vois ça comme un appel du pied. Hein. Je suis présente ici aujourd'hui. Merci le Monaco Economic Board de m'avoir invitée et de penser que j'avais ma place aujourd'hui ici. Et merci de me donner aussi l'occasion de prendre la parole, parce que c'est important, ce sont des relais importants lors de réunions. Donc, je suis Chloé Zayed, la fondatrice d'Innova. Alors, comme l'a dit Christian, Innova, donc, on est le premier chantier naval à fabriquer des bateaux à propulsion électro-hydrogène. Alors, derrière ce projet, évidemment, il y a une histoire qui est la mienne. Donc, à l'origine, je suis capitaine de bateau et je travaille dans le parc national des Calanques à Marseille, Cassis, La Ciotat depuis une dizaine d'années. Et en fait, vraiment, j'ai eu cette envie de pouvoir réconcilier la passion que j'ai de la mer, mais avec cette propulsion à moteur, hein, excusez-moi, mais oui, j'aime bien cette rapidité, etc. Mais en même temps, je voulais pouvoir préserver l'environnement, parce qu'en fait, je passais ma journée à sensibiliser les gens au travers de ma passion, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. C'est vraiment en partageant avec mes passagers que je voyais qu'on avait vraiment un impact positif. Mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il fallait prendre un virage. Alors un virage assez violent presque, puisque j'ai décidé d'aller vraiment vers le zéro compromis. J'aurais pu aller vers une solution électrique. Alors je précise, je ne suis pas là aujourd'hui pour opposer la batterie à l'hydrogène, bien au contraire. Je pense que je suis là pour éclairer sur le fait que ça dépend des cas d'usage. Aujourd'hui, sur du véhicule léger, la voiture notamment, l'électrique fonctionne très bien. On arrive à se recharger assez rapidement, on arrive à avoir une autonomie qui soit parfaitement cohérente. En l'occurrence, il y a 3 ans, quand je me suis renseignée pour des bateaux qui font quand même 10 tonnes, l'électrique, autant vous dire que là, ça atteint vraiment ses limites, techniquement parlant et même écologiquement parlant. Parce que quand dans un bateau de 10 tonnes, vous voulez avoir une autonomie qui soit quand même acceptable, de l'ordre de 8 heures, pour passer au moins une journée en mer, là, on passe sur un parc de batterie qui fait 8 tonnes. Le poids du bateau. Il y a un moment où ça ne marche pas. Donc, il fallait se réinventer, il fallait aller plus loin. Et puis même, j'avais vraiment envie d'aller à la source de l'énergie, parce que on voit bien qu'on a les mêmes problématiques. C'est la source aussi de l'énergie, la façon dont on produit l'énergie. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une thématique, on l'a un peu tous abordé, après le Covid. Donc, on a cette urgence environnementale qui apparaît un peu aux yeux de tout le monde, en tout cas de façon un peu plus... c'est un peu plus flagrant, on va dire ça comme ça, même si c'est déjà là, mais c'est plus flagrant. Et là, avec la crise en Ukraine, l'indépendance énergétique est quand même une thématique qui est relativement importante. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est quand même notre solution.
Derrière ce beau rideau, je crois deviner la mer. Donc la mer aujourd'hui est une source incroyable énergétique, notamment parce qu'on peut aller récupérer directement l'hydrogène dans la mer. Et que dès qu'on va parler de véhicules lourds, on sera obligé de basculer sur ce vecteur énergétique qui a une densité énergétique absolument incroyable. Et surtout, en termes fonctionnels, vous savez, je suis assez pragmatique parce que je ne suis pas ingénieur, moi, à la base. On se rapproche énormément du modèle fonctionnel que l'on connaît. C'est-à-dire, il y a une station, on vient, on recharge notre bateau en 10 minutes. Sauf qu'à la fin, on ne rejette rien. Quand on est sur l'eau, moi, ce que je rejette, c'est de l'eau pure, que je ne rejette pas puisque je la réutilise à bord de mes bateaux. Alors maintenant, c'est génial, on a fait le premier bateau, on a fait un sea show l'an dernier de Marseille jusqu'à Monaco, on a fini pendant 10 jours à Monaco, puisqu'effectivement, le lien avec Monaco, de suite, Monaco, capitale du yachting, capitale aussi de la transition énergétique, de l'exemplarité, de tout ce qui est pionnier. De suite, ils m'ont dit, mais il faut absolument que tu sois là. Ça a matché. Ah, ça a matché très fort. Et pour vous dire, il y a 2 ans, le bateau était au Yacht Club. La première fois que le bateau a montré le bout de son nez, c'était bel et bien à Monaco, parce qu'il y avait un intérêt. Ils ont compris tout de suite, alors que chez moi... Alors chez vous, c'est La Ciotat. Chez moi, c'est La Ciotat, oui. Chez moi, c'est La Ciotat. Je vais recevoir un coup de fil du maire de La Ciotat après, je pense. C'est ça. Il y a des chances qu'elle m'appelle Madame Salvo. Je dis, c'est pas bien. Non, il faut être honnête. Je veux dire, aujourd'hui, pas tout le monde a vu l'intérêt en France de ce que je faisais, alors que ici, mais j'ai même pas eu besoin. Ils ont entendu bateau, hydrogène, mais la première question c'était, mais il existe? Oui, tu l'amènes tout de suite en fait, parce que nous on y voit un vrai intérêt. Parce que là, quand j'entends parler de mobilité, j'entends parler de la circulation, etc., on sait que le bateau peut être une solution. Alors pas dans mon cas, parce que moi je fais du dayboat, j'ai choisi un marché de niche qui ça me regarde, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que l'hydrogène, on a entendu parler de la navette Cap d'Agde notamment, ou Nice, Monaco, qui peut être une vraie solution. Et seul l'hydrogène, en termes de zéro émission, permettrait de concrétiser un projet comme celui-ci. Donc, après ça... Comment est-ce que... Alors, le lien avec Monaco, on l'a compris, vous avez amené votre bateau ici, vous ont accueilli comme une reine des mers, à l'hydrogène. C'est ça. Et maintenant, est-ce qu'il vous accompagne davantage? Est-ce qu'il vous aide? Est-ce que vous allez pouvoir faire du business? En tout cas, cet apport et cette vraie culture de la transition énergétique, principauté, vous aide dans votre... Alors, oui, ça m'aide. Maintenant, voilà, je vais être assez honnête. Le fait qu'on parle d'hydrogène et que je sois relativement pionnière en la matière, on s'aperçoit quand même des freins. Ça fait 1 an et demi que le bateau est à l'eau. Génial, le bateau hydrogène, on maîtrise la pile à combustible, très classique. Maintenant, comment on fait le plein? Voilà. Donc, j'aimerais bien que Monaco soit exemplaire aussi là-dessus et mettre des bornes à hydrogène partout, mais pourquoi pas? Ce sera peut-être la prochaine étape. Mais aujourd'hui, clairement, je suis absolument bloquée dans cette étape, moi, parce qu'il n'y a pas de station hydrogène. Alors, pour vous dire, j'étais au Monaco Yacht Show en tant qu'exposante la semaine dernière pour venir présenter, ça fait 1 an et demi que j'avais compris que j'allais avoir un vrai problème. On a lancé une deuxième marque où on crée un écosystème global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que personne ne se mouille et ne bouge, parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce qu'il y a des contraintes financières aussi, qu'on se le dise aujourd'hui. Personne ne veut mettre de station hydrogène parce qu'il est où le marché? La rentabilité économique, elle est où? Il y a un bateau. Ça coûte cher de mettre une station hydrogène? Ça dépend ce qu'on met, mais oui, c'est un ticket... Enfin, cher, oui et non. Quel est le prix de la transition énergétique? Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter... Exactement, le curseur, il est où? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont là l'ont bien compris. Je veux dire, le curseur financier est très important, évidemment, mais le curseur aussi de la RSE, c'est le terme un peu en vogue aussi en ce moment, il doit être au même niveau, en fait. Et ces choses-là doivent s'aligner. Et aujourd'hui, moi, je vois bien que ça a du mal à décoller à cause de ça. Donc, j'ai décidé de créer mon propre écosystème où, en fait, on fournit les stations directement avec les bateaux, avec une communauté de navigateurs engagés, etc. Et pour ça, pour le mettre en place, évidemment, même si nous, techniquement, on maîtrise parfaitement les choses, on a besoin de collaborer avec les villes, avec les États, avec les capitaineries, avec les ports, avec les autorités portuaires, parce que je ne peux pas débarquer et dire « Tiens, je vais installer mon ponton de 30 mètres, là, ça va être génial. » Non. Donc, il faut vraiment collaborer. Et clairement, moi, je pense que Monaco peut être un point d'ancrage pour
un premier projet pilote qui ait vraiment du sens parce qu'on est parfaitement alignés. Je pense qu'on partage vraiment les mêmes visions, les mêmes intérêts. Donc c'est vrai que, je t'appelle un petit m'aider, comme on dit. C'est l'idée, c'est d'avancer. Mais moi, je pense que j'ai atteint mes limites depuis un certain temps d'ailleurs, mais je me l'avoue pas assez. Et justement, quand on discutait un peu ensemble hier, vous me disiez que la principauté, à cet égard, elle peut paraître souvent plus ouverte, moins procédurière administrativement que la France, et c'est pour ça que vous comptez beaucoup sur la principauté. Ça y est, je l'aide. Oui, vous avez tout dit, clairement. Beaucoup moins d'inertie, je crois que c'est le mot. Ça va plus vite, on est plus réceptif. Ça va plus vite, on est en contact directement avec le gouvernement. La proximité dont on parlait. C'est ça, il y a une proximité qui fait que ça va beaucoup plus vite. Alors après, si je peux me permettre, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir quelques fois échangé avec le gouvernement monégasque, ils font trop ce truc de non, mais nous on a misé sur l'électrique, batterie et pas. Mais non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est la capitale du yachting. Donc forcément, il va y avoir de la batterie pour les véhicules légers. Je crois que les bennes à ordures, les bus, etc. On est sur un territoire qui fait 2 km², ça parfaitement, c'est très pertinent. Par contre, sur le bateau, quand même, Monaco aujourd'hui, capitale mondiale du yachting, qu'on se le dise, il va falloir aussi des infrastructures hydrogène pour pouvoir accueillir ce type de bateau, ou même un petit peu donner l'exemple en disant que tous les tenders de super yachts pourraient basculer sur type de technologie, etc., s'ils veulent rentrer à Monaco. Enfin, en tout cas, c'est dans la dynamique du SIINDEX, c'est dans la dynamique de tout ce qui se passe aujourd'hui à Monaco. À voir quoi, comment, mais les synergies sont là. Donc ce développement, pour vous, ou pour un deuxième bateau éventuel, il passe d'abord par ces fameuses stations hydrogène. Tant que vous n'aurez pas ça, c'est difficile d'aller plus loin. Je suis très optimiste. Donc vous êtes précurseur, mais réaliste pour l'instant. Là, la réalité, elle vous frappe violemment. Là. D'accord. Donc, oui, effectivement, on est réaliste. Mais on y croit. Tout le monde parle de l'hydrogène. Il faut agir. Moi, je suis aujourd'hui dans ce parti de dire il faut agir. Et je suis sûre que Monaco saura faire. Et j'ai déjà échangé avec le prince. Et effectivement, ce sont aujourd'hui des objectifs hyper importants pour la principauté, pour le gouvernement. Donc voilà, il faut. Je suis là. Voilà. Sachez que je suis là, il n'y a pas de problème. Merci infiniment, Merci Chloé Zayed. Vous êtes un magnifique porte-parole de cette cause que vous défendez et à travers une belle entreprise. Et puis vous faites un bel appel du pied à Monsieur Ginta, que je vais convier à conclure cette heure de conférence avec vous. On a parlé de beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de transition énergétique, mais je sais qu'il y a beaucoup à cœur principauté. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui est dit Visiblement, la principauté, ce n'est pas un vain mot en principauté. Vous y œuvrez au gouvernement. Et puis, il y a quelques petits appels du pied des uns des autres. Et encore des améliorations. Je donne 3 minutes. TikTok. Non, donc plusieurs choses que j'ai retenues ce matin. Déjà, la chance qu'on a d'avoir des entreprises et un écosystème. Je sais que le MEM insiste beaucoup sur cette notion d'écosystème. À Monaco, on a un écosystème de qualité, qu'il soit bancaire, qu'il soit numérique. Et je tiens vraiment à vous remercier, vous aujourd'hui, entrepreneurs, entreprises monégasques, qui faites l'économie monégasque sur les secteurs de l'immobilier, de la finance, du yachting, du numérique, du tourisme, du commerce. Enfin, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, l'économie monégasque, c'est vous. La deuxième chose, c'est vous pouvez avoir confiance dans le gouvernement. Le gouvernement s'est adapté à la transition énergétique ces dernières années, c'est très vite adapté à la transition numérique. Nous allons nous adapter aux changements majeurs qui touchent notre activité. Nous allons nous adapter aux besoins des pendulaires. Nous allons nous adapter aux besoins des entreprises. Nous allons nous adapter à ces nouveaux résidents, ces résidents actifs qui sont à investir. Vous pouvez avoir confiance en nous. Nous savons exactement les besoins et nous savons nous transformer. Et avec la mission qui m'est confiée, l'attractivité monégasque va s'adapter parce que le monde a changé. Et là-dessus, vous pouvez vraiment compter sur le gouvernement princier avec ce qu'on s'est dit précédemment. Et enfin, l'attractivité monégasque qui évolue, c'est une bonne nouvelle pour Monaco, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les environs. C'est une bonne nouvelle pour les environs parce que, bien sûr, on l'a dit, ça crée de l'emploi.
Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les environs parce que nous investissons, nous faisons des partenariats. Je pense à Eurecom, par exemple à Sophia Antipolis, où le gouvernement investit pour la recherche sur les technologies. Je pense aux plateformes monégasques qui peuvent bénéficier à l'écosystème, notamment les Alpes-Maritimes. Je pense au cloud souverain. Je pense au fait qu'aujourd'hui, on ait des entrepreneurs de talent, des résidents, des spécialistes dans le médical, dans la distribution, dans la blockchain, qui peuvent travailler en écosystème. Donc, voilà, 3 messages sur lesquels je voulais conclure en j'espère, moins de 3 minutes. C'était merci pour tout ce que fait l'écosystème monégasque entreprise, un écosystème solide, adapté, fort, qui a montré sa résilience durant la crise. Nous avons des fondamentaux excessivement solides. Nous sommes adaptés au numérique et à l'énergétique. Nous devons bien sûr continuer de le faire. L'attractivité, nous allons nous adapter pour ces résidents, ces pendulaires et ces entreprises. Et ça bénéficiera à Monaco, mais aussi aux alentours. C'est ça le plan qu'on souhaite mettre en avant. C'est ça l'ambition qu'a le gouvernement pour l'attractivité. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ginta. Merci à tous. On peut les applaudir. Merci d'être venu participer à ce Club de l'Écho de Monaco et Nice Matin. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Notre prochain rendez-vous, ce sont les trophées de l'économie, cher Guillaume. Au mois de décembre, j'ai déjà oublié la date, mais bien sûr, vous serez contacté en temps utile. Le 29 novembre, donc c'est très vite, c'est demain. Merci beaucoup, bonne journée, bonne visite de ce salon et à bientôt.